Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand qui avait consacré il y a quelques mois une émission à Maurice Herzog. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors on va essayer de la rediffuser cette émission dans la semaine spéciale que nous allons consacrer aux hommes et aux femmes de pouvoir entre Noël et le jour de l'an. Parce que vous savez que, outre l'alpinisme, évidemment Maurice Herzog a été un homme de pouvoir. Alors l'événement est presque passé inaperçu, revenons à l'émission du jour, sauf de quelques passionnés, dont Franck Ferrand évidemment. On vient de retrouver dans une île du Pacifique certains débris de l'avion à bord duquel avait disparu la grande aviatrice américaine Amelia Earhart en juillet. Comme c'est bien dit, en ça, juillet, Julien. il fallait le passer, 1937. Et oui, en fait, on a découvert en effet près de l'île de Nikumaroro, alors moi je le dis comme ça, Vous avez raison. le train d'atterrissage de l'appareil disparu en 37 et quelques semaines plus tard, des recherches à terre ont permis de mettre au jour des vestiges qui semblent confirmer qu'Amelia Earhart et son copilote Fred Noonan auraient survécu, probablement même pendant plusieurs mois sur cette île déserte, vous imaginez. Ils auraient envoyé 57 appels de détresse qui, à l'époque, ont été considérés comme des erreurs. C'est terrible. Une affreuse conclusion pour une énigme qui donc aura duré 75 ans. Alors cela vous a donné envie de rendre hommage aux aviatrices cet après-midi. Et oui, il y a tant de belles figures dans l'épopée de l'aviation féminine. Restait à trouver un invité inspiré par ce grand sujet. Je me suis dit que pour parler d'aventure et de femmes, personne ne serait plus enthousiaste que mon ami Marc Menant. C'est un peu mon petit cadeau de Noël aux auditeurs d'Europe 1. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a eu 100 ans cette année disparaissait Harriet Quimby, la première américaine aviatrice qui avait quelques semaines plus tôt traversé la Manche sur son monoplan Blériot. Il faut dire que le jour en question, c'était la veille du naufrage du Titanic. Alors ça a beaucoup nui évidemment au retentissement de l'exploit de Quimby. 2 ans plus tôt, en 1910, la Française Raymonde de la Roche avait été la première femme à obtenir son brevet de pilote. Elle a été suivie de peu par l'incroyable et tellement attachante Marie Marvin. Vous savez, cette Marie Marvin, la femme la plus décorée du monde, qui ne mourra qu'en 1963 à 88 ans, juste après avoir piloté à 87 ans et demi un hélicoptère à réaction quand même. La presse de l'époque l'avait qualifiée de Française la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc. Dommage qu'on ait un peu oublié Marie Marvin. On va célébrer l'année prochaine le 50aire de sa mort. Alors ce sera peut-être l'occasion de lui rendre l'hommage national qu'elle mérite. Fascinant personnage, cette Marie Marvin, surnommée la fiancée du danger. Elle avait fait la guerre de 14 d'abord dans les tranchées. Elle s'était déguisée en homme pour avoir le droit d'aller combattre. Et puis un jour, quand même, son chef de bataillon s'est rendu compte que c'était une femme. Alors il l'a renvoyée. Elle a trouvé le moyen de se faire une petite place dans un bombardier avant d'inventer l'aviation sanitaire. Elle s'est dit que ce serait bien si les avions pouvaient aider les blessés un peu inaccessibles. Et donc elle a créé les premiers avions de la Croix-Rouge. Et par la suite, elle battra tout de même 17 records aériens. Il faudra qu'on en reparle de cette extraordinaire Marie Marvin. Alors, avant d'en venir aux grandes aviatrices que furent Adrienne Bolland, qui en 1921 vole au-dessus des Andes à plus de 4000 mètres d'altitude, Hélène Boucher, bien sûr, qui en 1934 battra tous les records de vitesse, même masculins, en atteignant 445 km/h sur son caudron, et puis Maryse Bastier, bien sûr, et puis Jacqueline Auriol, en France. Mais nous allons évoquer aussi la néo-zélandaise Joan Batten, l'allemande Anna Reitz, et les anglaises, les américaines, les russes. Il me faut parler, en guise de préambule, de ces femmes qui ont volé, si je puis dire, bien avant les aéroplanes, parce qu'elles n'ont pas attendu pour s'élever dans les airs, toutes ces femmes, qu'existent les avions. Dès le 4 juin 1784, Elisabeth Tibble accompagnait Monsieur Fleurant dans un vol expérimental de Montgolfière à Lyon, en présence du roi Georges III de Suède. Alors précisons que cette Madame Tibble était chanteuse d'opéra. Et pour la circonstance, elle s'était costumée en Minerve, et au moment où le ballon a décollé, elle s'est mise à chanter un air fameux de la belle Arsène. Ça devait avoir une allure folle. En 1798, une certaine Jeanne Labrosse pilotait elle-même son aérostat. Elle sera d'ailleurs la première femme parachutiste. Et puis, en 1819, ça c'est assez connu, la veuve de l'aéronaute Blanchard, Sophie Blanchard, monte à bord de son propre ballon
pour lancer un feu d'artifice au-dessus du Luna Park de l'époque. On appelait ça les jardins de Tivoli, vous savez, dans le nord de Paris. Elle avait déjà fait ça souvent dans le passé, sauf que cette fois, le feu a pris dans le ballon et Sophie est allée s'écraser sur le toit d'un immeuble de la rue de Provence. Elle est la première femme victime d'un accident aérien dans toute l'histoire. La première à voler en aéroplane, on est en juillet 1908, c'est Madame Pelletier, qui était d'abord passagère en solo, et puis un jour elle s'est mise aux commandes. Et puis donc j'en parlais tout à l'heure, Élise de Roche, qui se faisait appeler Raymonde de la Roche, on l'a surnommée la Baronne, artiste bien connue de la Belle Époque, qui va obtenir le premier brevet féminin de pilotage en France. Elle avait le numéro 36, ça veut dire que les 35 premiers étaient des hommes, et elle est la première femme. Elle mourra en 1919 dans un accident. Elle avait détenu le record de distance en ligne droite, 325 mètres. 325 mètres, je dis bien, oui, c'était un sacré record ça, mais on est au tout début de l'aviation. Qui étaient-elles, ces femmes extraordinaires, ces aviatrices qui nous font rêver? Eh bien, nous allons voir ça dans un instant en compagnie de Marc Menant. La Hotte de Noël, Europe 1. Et oui, jusqu'au 25 décembre, nous jouons tous à la Hotte de Noël sur Europe 1. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette hotte aujourd'hui, Julia? Eh bien, nous vous proposons de jouer pour gagner un séjour détente et relaxation pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles, les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon. J'y suis personnellement allée, c'est très bien, avec notamment 4 soins par jour et par personne au centre Thalassothérapie et Spa de l'établissement. Vous êtes revenu dans un état de santé extraordinaire. Rendez-vous compte. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe et le prénom de Franck, CK à la fin, par SMS, c'est 3921, 50 centimes d'euros plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 3921, 34 centimes d'euros la minute. Nous vous souhaitons bonne chance à tous. En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 aux grandes aviatrices Sophie Delair, et on en parle avec Marc Menant, évidemment, qui est journaliste écrivain. Monsieur Marc Menant, bonjour Marc, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces femmes extraordinaires. Alors, ce qui m'a effectivement donné l'idée de cette émission, c'est ce qu'on vient de découvrir. Là, c'était au mois de juillet et au mois d'août dernier, les restes comment pourrait-on dire, du naufrage aérien, d'Amelia Earhart, grande aviatrice américaine qui avait disparu corps et bien en 37 avec son copilote. Alors ce que vous rappeliez tout à l'heure, à savoir qu'ils auraient envoyé divers messages. Alors ça on le sait parce qu'on a retrouvé donc la radio grâce à laquelle elle aurait essayé ses appels, et grâce à la fréquence, on est allé chercher dans les archives, on a retrouvé 57 traces d'appels qui à l'époque ont été considérées comme des erreurs. Alors c'est fou parce que elle a été pionnière en la matière. Non seulement on s'est aviatrice d'éclat, invraisemblable, une femme de passion, et aujourd'hui elle va avoir des bouffeuses de vie, c'est-à-dire qu'elle s'affranchissent de tous les tabous, mais lorsqu'elle fait la traversée de l'Atlantique, première femme toute seule dans son avion, elle tente d'avoir une liaison radio, et c'est retransmis sur une radio. Alors c'est quand même intéressant de voir une sorte de clin d'œil morbide peut-être du destin, mais elle est la première à établir une liaison radio et elle meurt alors qu'elle appelle et que personne ne l'écoute. Ouais, c'est terrible, c'est une vraie ironie de l'histoire. Elle était un peu le Lindbergh féminin en quelque sorte. On l'appelait Lindy parce qu'il y avait une ressemblance physique. Quand on voit un visage poupon comme Lindbergh, et donc ça a contribué obligatoirement à la rapprocher du public. Et elle est aussi la première femme à réussir 5 ans après Lindbergh la traversée de l'Atlantique. Mais c'est une traversée beaucoup plus courte que celle de Lindbergh puisqu'elle se termine en Irlande. Alors mais il est vrai que les avions à l'époque, malheureusement, ils ont beaucoup de hockey et on ne va pas toujours jusqu'au bout du chemin qu'on s'est choisi. Elle avait l'intention de faire le tour de la planète en avion, et puis donc ça s'est arrêté au large de la Nouvelle-Guinée. Voilà, c'est ça. On lui avait consacré un film, vous vous rappelez ce film? On va en entendre deux, 3 notes d'Amelia. Alors notre aviatrice nationale à nous, notre Adrienne nationale, c'est Adrienne Bolland. Alors ça m'amuse ça, Marc, parce que nous on connaît bien Adrienne Bolland, et je me rappelle de conversations d'il y a plusieurs années déjà où on se racontait les exploits de cette femme hors du commun. Hors du commun. Il faut expliquer un peu qui elle est déjà. Déjà c'est une sorte d'Arletty, elle a une gouaille invraisemblable. Et à l'apostrophe, les personnages les plus importants. Avant d'entrer dans le détail et de voir comment elle décolle pour la première fois, lorsqu'elle a une notoriété qui commence à s'établir, on lui dit il y a le général des armées
armée qui va venir vous saluer. Mais elle s'occupe pas de ça. Le chef d'état-major. Oui, le chef d'état-major. Et donc, elle est en train de se préoccuper du vol dans lequel elle va s'élancer. Et il y a un personnage qui se présente en dessous de la carlingue, elle ne le salue pas. Et à ce moment-là, son mécanicien l'interpelle, il dit « Mademoiselle Bolland », parce qu'on l'appelle Mademoiselle Bolland, attention, Mademoiselle Bolland, c'est le général. Et alors à ce moment-là, elle lève la tête de la carlingue, elle dit « Mon général, je ne vous avais pas remarqué, mais je tiens à vous dire une chose, merde !» Franck Ferrand sur Europe 1. Jusqu'à 14h, nous parlons des aviatrices, ces femmes casse-cou, toujours en compagnie de Marc Medan, Franck. Et oui, et d'Adrienne Bolland, elle est un peu là avec nous. Alors, on a toujours tendance à penser que ces femmes aviatrices, évidemment, avaient un handicap supplémentaire à surmonter, qui était évidemment le fait d'être des femmes dans une époque extrêmement machiste et dans un milieu qui l'était plus encore. Et paradoxalement, ce que disait toujours Adrienne Bolland, c'est que le fait d'avoir été une femme l'avait plutôt avantagée dans sa carrière, qu'il y a des choses qu'elle avait pu faire qu'elle n'aurait sûrement pas faites si elle avait été un homme. Et elle disait notamment que la société Caudron, qui est un des grands fabricants d'avions de l'époque, un des grands avionneurs, Caudron l'aurait engagée essentiellement pour des motifs publicitaires, Marc. Bien évidemment. Parce que comment faire parler de ces avions pour les vendre ? Et alors quand elle se présente, d'abord la petite anecdote, elle est issue d'une famille où on a plutôt de l'aisance. Bon, malheureusement, papa va disparaître et les fins de mois seront un peu plus difficiles. Il n'en reste pas moins que cette jeune fille se toque de grandes sensations. Mais les premières ne sont pas celles de l'aviation, mais celles du jeu. Alors elle joue aux courses, elle joue dans les casinos. Et un jour, après avoir été aux courses, elle revient les poches vides, elle est effondrée. C'est généralement ce qui arrive. Voilà. Elle se dit, ça peut pas continuer comme ça. Elle pleure et elle noie son chagrin dans quoi ? Dans le champagne entouré d'amis. Et à ce moment-là, elle dit, plus jamais je ne jouerai et maintenant, je vais devenir aviatrice. On est en 1920. Il y a eu les grands héros de 1918, les Nagesser et compagnie. Et là, il y a un personnage qui est juste à côté, qui l'entend et qui se présente à elle. Il lui dit, écoutez, mademoiselle, je ne sais pas si c'est sérieux, mais moi, je connais un homme formidable. Il s'appelle Monsieur Caudron. René Caudron. Voilà. Appelez-moi mercredi, je vous donnerai ses coordonnées. Et il cherche des pilotes et peut-être des pilotes civils, parce que c'était surtout ceux qui avaient brillé au-dessus des tranchées que l'on recrutait. Et il vous fera un prix. Effectivement, elle prend contact avec Caudron et Caudron comprend que ce personnage-là est intéressant. Alors, l'anecdote, elle va se diriger vers le Crotoy avec une promesse éventuellement d'embauche. Au Crotoy, parce que c'est là que se trouve l'école d'aviation Caudron. Voilà. Le Crotoy aujourd'hui, petit port, là-bas, de côté dans la baie de Somme. On devrait réveiller des personnages comme ça. Ça a été un foyer d'incandescence, de passion. Et quand elle se présente en ce lieu, elle se dit, je vais rencontrer des princes, des hommes d'envergure. Alors elle se précipite à l'hôtel de la Marine. Elle veut voir des gueules, mais des vrais, des princes charmants. Elle aperçoit deux personnages qui pourraient plutôt être des champions de bouge, c'est-à-dire de jeux marginaux, des clandestins. Et elle s'adresse au tavernier, elle lui dit, mais où sont les pilotes ? On lui dit, là, vous avez le moniteur-chef et puis le premier pilote. Quelle déception ! Ce sont ces gens-là qu'il faut fréquenter pour devenir héroïne. Eh ben oui, tant pis. Et là, elle se précipite au magasin où on vend les équipements d'aviation. Et on lui dit, Monsieur Franck, quand il fait pas beau, il porte telle tenue. Monsieur Untel, il porte telle tenue. Alors elle repart. Elle est empêtrée dans tout un barda invraisemblable. Un harnachement singulier. Et alors ça fait rire tout le Crotoy quand elle traverse jusqu'à arriver à l'aéroport où là, bien évidemment, les héros la reconnaissent parce qu'ils l'avaient entreaperçue et ils lui font un accueil qui frise, disons, la blessure. Oui, mais la blessure d'amour-propre parce qu'ils raillent. Ces gars-là, ils savent s'amuser. Et on lui dit, maintenant vous allez enlever tout ça parce qu'il faut monter quand même dans la carlingue parce que vous voulez être aviatrice, voyons. Et elle s'en va avec le premier pilote. Et au milieu du vol, il lui dit, à vous ma belle. Mais il faut savoir que les avions de l'époque... Oui, il lui passe les commandes. Mais quand on parle d'avions à notre époque, on voit une carlingue, etc. C'est presque un terme impropre. Ce sont des assemblages d'allumettes géantes. Avec l'étoffe, c'est-à-dire, c'est pas de la tôle. Non, c'est de la toile. C'est de la toile. Oui, c'est une armature avec de la toile. Voilà. Alors, s'il y a un coup de vent un peu trop fort ou je ne sais trop quoi, pof, ça s'éventre et vous chutez. Ça tient plus de l'ULM que du Boeing. Mais même un ULM, je dirais que c'est un engin confortable comparé à ces invraisemblables machines avec lesquelles ils vont tenter les exploits les plus exceptionnels qui soient, dont la Cordillère des Andes. Toujours est-il que la voilà aux commandes, elle réussit à maintenir l'avion et quand elle se pose,
Le pilote dit, cette femme-là, elle se fout de notre gueule, elle a déjà volé, et bien maintenant, nous allons la former. Et parce que tellement elle avait été, elle a posé l'appareil impeccablement. Mais néanmoins, elle est tellement iconoclaste qu'elle n'a pas du tout le sens de la discipline. Alors eux aussi, ce sont pas des militaires en tant que tels, ce sont des gens qui s'affranchissent de toutes les règles. Il n'en reste pas moins qu'on aimerait bien de temps en temps, pour des raisons de sécurité, même si le terme n'existe pas vraiment dans leur esprit, il y a quand même de mesures à prendre pour éviter les accidents. Elle ne s'occupe de rien. On fait des rapports à Caudron qui dit « faut que j'aille voir ce monstre d'originalité ». Et lorsqu'il se présente, il trace 2 grands traits sur la plage. Il dit « Mademoiselle, vous montez dans mon avion, puisque c'est lui qui les fabrique. Il y aura une hélice bloquée et si vous posez entre ces 2 lignes, eh bien je vous engage comme pilote ». Et elle va réussir cet exploit et elle lui dit alors, il lui dit « Mademoiselle, oui, mais j'exige de vous quelques meetings ». Et les meetings, c'est ces espèces de réunions aériennes où les pilotes faisaient preuve évidemment ils se lançaient des défis mutuellement. C'était extraordinaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui on parle encore d'Adrienne Bolland. Son grand exploit, c'est d'avoir traversé la cordillère des Andes. On y vient dans un instant. La Hotte de Noël Europe 1. Et il nous reste encore quelques minutes pour jouer à la Hotte de Noël, Julia. Et oui, et pour tenter de gagner un séjour détente et relaxation pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles Les Flamants Roses à Canet en Roussillon, avec notamment 4 soins par jour et par personne au centre Thalasso et Spa de l'établissement. Le rêve en cette période de l'année. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe. Vous envoyez le prénom Franck CK à la fin par SMS au 7 39 21, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Je vous souhaite bonne chance à tous et puis nous annoncerons le nom du gagnant comme tous les jours à la fin de l'émission. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et sur Europe 1, nous sommes sur les traces d'Adrienne Bolland, Franck. Et oui, c'est Adrienne Bolland qui donc enchaîne les meetings et les démonstrations pour le compte de René Caudron. Alors avec toutes sortes de défis incroyables, notamment en 24 à Vincennes, elle va entreprendre de battre le record du monde de looping. On fait aussi des baptêmes de l'air parce qu'il faut bien reconnaître que c'est une période de vache maigre. La vie était dure, écrira-t-elle. Et les seules belles recettes que nous faisions, c'était quand nous revenions dans une ville où l'un de nous s'était tué la fois d'avant, parce qu'alors seulement il y avait foule. C'est-à-dire que les gens, c'est horrible, mais les gens venaient pour voir. C'est pareil. C'est la même histoire. Voilà. Alors, évidemment, il faut pas, on écorne un peu le mythe en disant ça, mais il faut pas imaginer cette société des premiers aviateurs comme un monde très, très héroïque. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de sabotage, de jalousie, etc. C'est terrible. Elle va en souffrir encore plus que les autres. Évidemment, parce qu'elle est une femme, n'oublions pas. Tout simplement. Et un jour, on dit, parce que c'est comme ça qu'on parle dans la société, on dit « Oh, il y a une place de Maccabée à prendre, encore un gars qui s'est cassé la gueule dans la cordillère, dit-elle. » Et elle demande à René Caudron à partir pour l'Amérique du Sud. Et lui, il est un peu lassé de toutes les excentricités d'Adrienne, il faut le dire. Non, comment est-ce que ça se passe, Marc ? C'est-à-dire que elle aime les défis. Elle est fantasque et elle veut toujours aller plus loin. Mais là aussi, peut-être que cette rivalité avec les hommes, dont elle ne parle pas dans les longs entretiens qu'elle a ici et là, mais il n'en reste pas moins que c'est un stimulant véritable. C'est une femme de liberté. Et donc, au-delà des sensations, à chaque fois, elle veut montrer que l'on peut vivre grand. Et quand elle entend ça, elle se dit, et pourquoi pas ? Et elle appelle Caudron, mais même si Caudron ferait le froissé pas véritablement enthousiaste, il sent là qu'il y a un marché d'Amérique du Sud. Ah, oui. Donc il lui dit pas non, il lui dit mademoiselle, vous savez, avec nos avions, elle dit mais monsieur, il y en a bien de nouveaux, elle dit oui, je suis en train d'en préparer un, écoutez, partez pour l'Amérique du Sud, et puis une fois que vous serez là-bas, j'espère que le prototype sera en fonctionnement, et à ce moment-là, je vous le ferai envoyer. Donc, vous voyez, il y a comme une complicité. Et la voit partie pour l'Argentine. Et quand elle se présente à Buenos Aires, eh bien, on l'accueille en héroïne. Une femme pilote, c'est quand même extrêmement rare. On donne des dîners en son honneur. On donne des dîners, mais dans un premier temps, on ne parle pas de la cordillère. On ne parle que de meeting. D'une femme, donc, qui virevolte et qui ose des exploits invraisemblables. Elle enchaîne les figures avec une audace inimaginable. Il y a des frissons, la foule qui pousse des beuglements de haut. Elle vient en rase-motte. Et puis un soir comme ça, eh bien le champagne qui coule, c'est son petit péché mignon, le champagne, ça pétille les neurones. Et la voilà qui dit mais moi je vais tenter la cordillère des Andes. Or tous ceux qui ont pris ce risque ont terminé à Patresse. Et là la communauté française à Buenos Aires dit mais quelle est cette folle ? Quelle est cette illuminée, mademoiselle ?
taisez-vous. Son fidèle mécanicien, Dupérier, homme sérieux, laborieux, qui la vouvoie, qui la considère comme une déesse en quelque sorte, lui dit « Mais mademoiselle Bolland, je ne veux pas qu'on se foute de ma gueule, prenez une décision, nous sommes ridicules. » Et elle lui dit « Mais mon cher Dupérier, je vais tenter la cordillère des Andes. Et d'ailleurs, je rappelle à monsieur Caudron, je lui envoie un télégramme. Elle s'avance un peu là. Voilà, qu'il m'a promis un prototype. » Mais le retour du message, c'est « Mademoiselle, débrouillez-vous avec votre avion, le prototype n'est pas prêt, vous faites ce que vous voulez. » Ce que vous pouvez, en l'occurrence. Bah oui, mais c'est aussi ce que vous voulez, c'est-à-dire il lui laisse la décision. Beaucoup, bien évidemment, renonceraient. Il faut savoir que le Caudron, je vous l'ai dit, c'est un assemblage d'allumettes géantes avec ces toiles qui enrobent les ailes. Il faut monter à plus de 4000 mètres. Et le Caudron, on estime qu'avec la charge d'essence, il plafonne à 3000 et il tout saute. Il n'y a qu'un seul moteur. On n'a pas le droit de se rater. Eh bien, ça ne fait rien. Ils peuvent tous pleurer autour d'elle, lui dire « Mademoiselle, vous êtes une morte en sursis, on a déjà imprimé les faire-part. Foutez-moi la paix !» Alors elle étudie, elle se dit par où passer. Le nord, le sud, et puis il y a un passage au Psuala où il y a un Christ géant, un peu comme au-dessus de la baie de Rio. Le Rio, oui. Et elle dit, et si on tentait par là? Pour autant, elle n'est pas croyante, elle n'attend pas une protection céleste, que nenni. Mais elle dit maintenant, je ne veux plus voir personne. Il y en a assez de tous ces pleureurs. Elle s'isole en fait. Hein. Elle s'isole. On pourrait presque dire qu'elle médite en fait. Elle se prépare. Mais elle le dit. Oui. Elle le dit. Je veux maintenant être dans une sorte. C'est un peu comme le champion de boxe ou je ne sais trop quoi, qui ne veut plus avoir d'éléments parasites autour de lui et qui veut trouver les forces qui vont le galvaniser. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute en germe. Et un soir, on frappe à la porte de son hôtel. Ça, c'est le destin qui frappe en quelque sorte. C'est le destin. C'est cette femme. Alors ça, c'est une histoire assez inouïe parce que il y a cette femme dont on ne sait pas trop d'où elle sort, qui lui dit il faut absolument que je vous parle. Je vais vous dire comment faire. Et elle lui fait une révélation. Elle a dit foutez-moi la paix, mademoiselle. Mais elle insiste. Et puis ce qui la surprend, c'est qu'elle parle français avec un petit accent. Ouais. Alors elle dit écoutez. Et c'est toujours ce franc-parler. Ayez Arletty dans l'oreille. Ouais. Quand on lit ses interviews, ses entretiens, ça pétille comme ça. Il y a ces chocs, ces fracas de mots d'argot. Elle lui dit, maintenant vous ne m'emmerdez plus, j'allume une cigarette, le temps que je la consume, et vous sortez. Et voici cette femme, qui est analphabète, qui lui décrit un vol improbable. C'est une sorte de diseuse de bonne aventure. Oui, un peu, hein. oui. Et elle lui dit, mais voilà, mademoiselle, vous allez dans une grande vallée. Et dans cette vallée, à un moment donné, vous apercevrez un lac. Et ce lac, il est particulier. Il a la forme d'une huître, la couleur d'une huître. Et à ce moment-là, devant vous, il y aura ces montagnes colossales, infranchissables, des pics. D'ailleurs, elle, quand elle en parle, elle dit c'était un véritable mur, mais c'était une sorte de décor pour fakir géant. Il n'y avait que des pics, de quoi s'accrocher et donc se fracasser. Et cette femme lui dit, bah voilà, juste au-dessus de vous, vous regarderez, parce que vous aurez l'impression qu'il y a une brèche si vous passez à droite. Évitez cette tentation. À gauche, ça paraît infranchissable, mais c'est là qu'il faut aller. Et vous allez bien remarquer que l'une des montagnes sur la gauche, elle a la forme d'une chaise renversée. Elle lui dit, mais vous avez déjà été là-bas ? Non, mais c'est comme ça que ça se présente. Et c'est à gauche qu'il faudra se rendre. Alors, finalement... Eh bien alors, elle est dans son avion. Alors imaginez, déjà, on est loin de l'équipement du Crotoy la première fois, peut-être que ça lui servi de leçon, mais là, elle part allégée aussi, il y a une question de poids. Donc, elle a une combinaison en coton. Elle fait le cours cycliste sur le Tour de France qui va descendre un col. Elle bourre l'ensemble avec des journaux pour résister contre le froid. Elle s'huile les doigts. Et puis, elle a par le dessus un pyjama. Et la voilà avec son petit casque. Et le vent qui est tellement fort que de temps en temps, elle recule avec son avion qui est là, qui tout saute avec ses 80 chevaux seulement. Et la voilà devant le lac. Mais oui, c'est bien lui. Oui, il ressemble à une huître. Et elle lève la tête. Mais bon sang, on dirait effectivement une chaise. Et il y a une petite voix qui lui dit « à droite ». Et elle dit « je donne le coup du manche à balai à gauche en me disant « t'es folle, tu vas te casser la gueule ». Et là,
la paroi se rapproche. Ce caudron qui est très vite en train de s'étouffer, mais un courant ascendant qui le cueille, et elle monte, elle en perd connaissance. Imaginez le froid, 3000 mètres, 3500 mètres, et le caudron qui n'en peut plus, le caudron qui est là, qui va avoir le moteur qui s'arrête, et quand elle rouvre les yeux, elle regarde, c'est-à-dire qu'il y a une perte de connaissance dans le frimat terrifiant de cette haute montagne. Elle regarde, elle voit le fleuve qui court dans le sens contraire. Elle vient de réussir la cordillère des Andes. Et la voyante avait vu juste. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous rendons hommage aux aviatrices cet après-midi sur Europe 1 et les auditeurs sont très nombreux à réagir, Franck. Oui, alors à nous faire des petites observations de points techniques, certes, sur lesquels je ne reviendrai pas. Et puis Michel nous dit, enfin vous parlez de Boland depuis le temps qu'on attendait ça. Et oui, mais tant mieux. Odile nous dit par Twitter, n'oubliez pas Beate Hous, qui était née en 19 et qui est morte en 2001, célèbre aviatrice allemande, plus connue grâce au colifichet coquin. Il y en aurait tellement de ces aviatrices à évoquer. Tout est vibrant, le dans la carrière de cette femme. Il y en a une, ça vous, évidemment, ça vous laisse pas indifférent. Il y en a une que j'aimerais vraiment qu'on évoque, c'est un peu votre chouchou, on peut dire, Marc, c'est Bessie Coleman. Voilà un destin invraisemblable. Comment, aujourd'hui, Hollywood, qui cherche des scénarios, ne s'est pas penché sur le cas de Bessie Coleman? Bessie Coleman est une noire qui naît à Atlanta dans une famille de 9 enfants. Elle est la 7e. Et puis elle naît tôt, hein, c'est-à-dire à une époque où c'est... on est en 1892. Et cette femme, donc, il n'y a aucun droit pour le noir. C'est-à-dire que là-bas, à Atlanta, on est réduit à une condition animale. Et par conséquent, il n'est pas question d'envisager des études. Et cette gamine, issue donc de cette famille où on est voué à la roture, on est voué à la servitude, à la dégradation la plus totale, se targue d'avoir un minimum de connaissances. Et que fait-elle? Eh bien, en dehors des heures de travail, quand elle est là à nettoyer la poussière chez les uns et chez les autres, chez les Blancs qui ne la respectent pas, elle s'échappe et elle va rôder du côté des bibliothèques ambulantes. Et elle chipe des livres, ou parfois, quand elle a réussi à gagner quelques petits sous, eh bien, elle achète les livres. Et toute seule, en autodidacte, elle atteint un degré de connaissance qui lui vaut quand même la certification d'études secondaires. Mais est-ce qu'elle va pouvoir voler néanmoins? Non, mais ce qui est fou, imaginez déjà cette volonté. Et pas question d'aller à la faculté, donc aux universités. Elle n'a pas les moyens. Et il y a un de ses frères qui lui dit: et si on allait vivre à Chicago? Et à Chicago, elle va se retrouver manucure dans un salon de coiffure. Et là, c'est la Grande Guerre. On est en 1915 et les échos viennent, bien évidemment, de ce monde de l'horreur. D'autant qu'il y a un frère qui écrit de temps en temps. Et elle a la chance, il fait écrire parce que lui, il ne possède pas les mots. Mais elle peut le lire puisqu'elle a acquis cette culture. Et il lui parle de ses aviateurs. Et dans sa tête, eh bien, ça tourbillonne, ça voltige. Et elle se dit, moi, un jour, je serai aviatrice. Et à la fin de cette grande dramaturgie mondiale, ce monde de l'horreur, elle va dans les écoles en disant, voilà, je voudrais devenir femme pilote. Toutes les portes se ferment, une noire qui ose toujours se aux présenter. États-Unis, juste après la guerre. Hein. Et alors là, elle va voir mondiale. Le patron d'un journal à Chicago, puisque je vous l'ai dit, elle s'y séjourne avec 2 de ses frères. Et ce personnage, qui est blanc, s'est pris d'affection pour la cause noire. Il lui dit, mademoiselle, je vais vous aider. Et il lui vote un petit budget. Et elle, ce qu'elle a pu économiser comme manucure, elle met au bout et elle décide de franchir l'Atlantique sur un bateau en 3e classe, la cale, là où les Noirs seuls peuvent se retrouver, et elle va se présenter au Crotoy. Et pratiquement la même année où Adrienne Boland exerce elle aussi ses débuts, qu'elle tâtonne son talent. Voilà. Et la voilà donc au Crotoy, une formation qui surprend tout le monde. Et elle repart brevet en poche. Et elle retraverse l'Atlantique. Et là, elle se représente dans les écoles de pilotage. Elle se dit, mais on va enfin m'accueillir. Et non, à nouveau, les portes. C'est-à-dire qu'elle a le droit de voler en Europe, mais pas de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Hein, c'est quand même. Mais alors, elle revoit son mécène, le patron du journal de Chicago, qui lui dit, écoutez, mademoiselle, je vous revote un petit budget. Il faut vous attaquer au meeting. Et il se débrouille pour qu'elle ait un avion. Et la voilà donc, aviatrice. Et comme toujours, quand on a l'opiniâtreté, qu'on se bat contre tout le monde, qu'on est dans la marginalité, mais que celle-ci finit par avoir un petit rayonnement tel un astre, eh bien la popularité lui vient. Elle va se faire
un nom et On va bientôt on va parler de connaître- Bessie Coleman. Quel est son destin? Eh bien ça arrive tout de suite dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Catherine Lara sur Europe 1 avec Aviatrice, Franck. Et nous avions laissé notre Bessie Coleman et Marc Menant par la même occasion au début de ses prestations dans des meetings. C'est Voilà. c'est le moyen qu'elle a trouvé pour voler quand même aux voilà. États-Unis. Hein. Et là encore. Cette pilote noire, je dis pour les auditeurs qui nous rejoindraient. Hein. Et elle est aiguillonnée au fur et à mesure par l'exploit. On Elle est dans les années toujours 30 là. Hein. Ah non, fin des années 20. 1925, 1926. C'est ça, oui. 1926, où malheureusement elle se présente à Jacksonville. On Et est c'est en vrai Floride. que le public, aussitôt qu'on l'annonce, se précipite. Une noire. Et puis toujours cette capacité à taquiner l'indicible et à se mettre dans les situations les plus périlleuses. Et ce jour-là, elle dit, il faut que je repère quand même parce que le terrain est particulier. Et donc, elle propose à un jeune qui fait ses débuts en aviation de prendre la place avant, parce que quand on est dans ces biplans, celui qui est derrière est le pilote, et puis le passager est devant. Mais néanmoins, il peut avoir, si le pilote le peut passer les décide, commandes. la possibilité de tenir le manche. Et les voici tous les deux à 1000 mètres. Et elle, pour mieux observer la piste en bas, si on peut appeler ça une piste, hein, c'est Ouais, plus le terrain, mais disons. voilà, Ouais. le terrain, c'est voilà, repérer éventuellement les petites mottes de terre qui pourraient contrarier un atterrissage, etc. Voir aussi les ascendants par rapport à la position des arbres. Elle enlève sa ceinture et pour mieux pouvoir se pencher. Et on a notre petit bonhomme. Vous entendez la voix de Marc qui change, c'est parce qu'il est en train de se pencher en même temps qu'il le dit. Il vit l'événement, hein, Marc, hein, comme d'habitude. Et il est là. Enfin, il sent le manche et c'est lui qui est le patron. Mais malheureusement, l'avion décroche. Bessie Coleman est projetée dans les airs et elle va aller se fracasser. Et le pauvre garçon, lui aussi, essaie de récupérer l'avion, mais rien n'y fait. Il va terminer sur le terrain, complètement broyé. On retrouvera dans l'avion une clé à molette. Et est-ce un sabotage ou non? Toujours est-il que c'est cette clé à molette qui a bloqué le moteur. Ouais, quand même, hein, Voilà. c'est bizarre. Elle avait que 34 ans, cette Bessie Oui. Coleman. Alors, c'était bien parce que, évidemment, au départ, on avait de grandes ambitions. On pensait qu'on allait parler de je ne sais combien d'aviatrices. Finalement, on en aura vu 2 ou 3. Mais c'était intéressant d'entrer, grâce à vous, Marc, dans l'intimité de l'exploit, si je puis dire. On Ouais, était c'est là ça. dans les coulisses de l'exploit. Alors, quelques grands noms, quand même, de nos aviatrices françaises. Tricolore, Hélène Boucher, bien entendu, hein, Alors, Hélène Boucher, fabuleuse. est-ce que- L'audace en personne. Voilà, est-ce que l'on ne peut pas prendre comme référent justement ces capacités à dépasser narguer, ouais, voilà, voilà. à narguer le destin et lorsque celui-ci se fait malin, se fait salopard, eh bien de dire de toute façon on te dominera. Hélène Boucher, son premier vol, il se fait avec un avion entre Caen et Deauville. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien le moteur tombe en panne une première fois, elle se pose difficilement, l'avion est abîmé, elle le fait réparer, elle repart. Et à ce moment-là, le moteur qui recoince. Et devant elle, il y a un arbre et son moniteur lui avait dit « Jamais dans ces cas-là, donnez un petit coup, vous restez droit devant, il faut maintenir le cap !» Et elle termine dans les branches. Mais oui. Mais eh bien, le lendemain, bien évidemment, elle repartira. Maryse Bastier, ça sera pareil. Maryse Bastier, il faut savoir que... Mais elle se tue en vol quand même, ces pilotes. Ah hein. bien évidemment. C'est-à-dire que dans un vol d'entraînement pour Hélène Boucher, du côté de Guyancourt, juste dans la région parisienne, Maryse Bastier, elle va se retrouver passagère. Parce que donc, elle échappe, je dirais, à cette destinée. Hélène Boucher disait, de toute façon, je n'échapperai pas au sort, je ne ferai pas exception. Maryse Bastier, elle, comme Adrienne Bolland, elle peut passer au travers. Et pour autant, elle est dans un avion, pour un vol d'exhibition, elle est passagère, et cet avion se fracasse en 1952, alors qu'elle a été une grande héroïne de la guerre. Ah bon? Et puis, parlons de Jacqueline Auriol. Alors Jacqueline Auriol, qui était donc la belle-fille du président socialiste, président de la République, de la 4e République, qui était
était devenue un peu la gloire de ce régime et qui a été alors une pilote d'essai, elle, incroyable. Oui, mais alors là encore, quelle énergie phénoménale! Ne pas accepter la loi du destin. L'un de ses premiers vols, là aussi, elle est passagère dans un hydravion qui va aller se poser au Mureau, toujours dans la région parisienne. Ils sont 4 à bord. Eh bien, malheureusement, le destin s'acharne sur Jacqueline Auriol, qui vient de passer son brevet sur un Stamp, ses avions à double ailage, etc., et qui montre déjà de grandes qualités. Elle va avoir le visage fracassé qui va nécessiter 32 opérations, dont 25 aux États-Unis. Eh bien, entre 2 opérations, elle vole. Elle passe son brevet de pilote d'hélicoptère. Elle va devenir la première femme pilote d'avion à réaction et battre tous les records. Et elle sera donc pilote d'essai sur les Mirages et elle va ainsi... Elle va passer le mur du son, Jacqueline Auriol. Elle va être la première femme à Mach 2. C'est-à-dire que cette femme, rien ne l'arrête, et avec ce sourire, un charme inouï, et se défiant, là encore, de la bonne société. Mais néanmoins, disons qu'elle est quand même plus pacifiée qu'Adrienne Bolland. C'est pas elle qui aurait dit merde à un général. Oui, ça sûrement pas. Elle était très civile, si je puis dire, cette Jacqueline Auriol. Elle n'est morte qu'en l'an 2000. Hein, oui, tout à fait. Alors, on n'aura pas le temps de parler de notre chère néo-zélandaise dont je parlais tout à l'heure, des pilotes allemandes qui ont été incroyables, des pilotes russes, il faut pas oublier le rôle qu'elles ont joué notamment pendant les pilotes soviétiques, femmes qui ont joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais là aussi, on occulte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est la résistance des hommes face à ces femmes. Eh oui. Parce que elles ont toute la volonté de pouvoir venir jouer un rôle durant cette Deuxième Guerre mondiale. Et pour la plupart, elles seront vouées simplement au service sanitaire. Parce qu'il n'est pas question de leur confier un bombardier ou un engin qui est véritablement actif dans le conflit. Mesdames et messieurs, je vous annonce que l'heure est venue de débrancher Marc Menant. Alors, pour ceux qui, évidemment, voudraient avoir la suite de toutes ces aventures, ils peuvent, si vous habitez dans les Yvelines et que vous n'êtes pas loin de Houdan, je signale, Marc, que au salon de thé LM à Houdan, qui est un haut lieu, on peut dire, de la gastronomie locale, vous organisez cet après-midi une signature avec Frédéric Tadei. D'ailleurs, vous allez y aller là maintenant. Voilà. Donc, nos auditeurs peuvent vous y retrouver. Merci beaucoup d'être venu nous faire partager cette passion incroyable. Vous avez tout un fan club. Hein. Je ne veux pas être infidèle, me dit Patricia, mais vraiment, quel plaisir d'entendre Marc Menant. Quel plaisir d'entendre Menant, toujours aussi enthousiaste et passionné, nous dit également Josette, etc., etc.